Merci Jean-Charles. Bonjour à tous et à toutes. Donc David Dubus, donc moi je suis président du NUMKE. Je vais vous présenter rapidement notre structure. Donc, nous sommes basés à Reims. Nous sommes aujourd'hui 5 personnes. Donc vous avez l'équipe en bas, avec un certain nombre d'experts autour de la problématique technique. Je reviendrai rapidement sur quelques chiffres pour vous donner un peu ce que l'on fait par rapport à cette problématique technique, et puis sur la partie gouvernance dont je m'occupe avec notre petit dernier, Quentin, qui lui est également certifié sur la problématique ISO 27001. Il est lead implémenteur. Et puis Léo et Loïc sont, eux, sur la partie technique, certifiés OSCP, etc. Bon, ils ont un certain nombre d'expériences autour de ça. Donc, spécifiquement par rapport aujourd'hui, et je remercie de pouvoir intervenir sur cette problématique d'analyse de risque. Donc on travaille depuis maintenant, Isabelle, 2019, autour de la problématique cyber en Grand Est, donc ça commence à dater, peut-être prendre la retraite bientôt. On a avancé sur le sujet, organisé un certain nombre de choses, et je trouve que c'est très intéressant de travailler avec ce groupe. En termes je dirais, de certification, vous les avez ici. On est bien sûr labellisé sur France Cybersecurity, qui est porté par l'Alliance pour la confiance numérique au niveau national. On a 7 ans, bientôt 7 ans d'existence, et puis surtout, on ne fait que du pur service, tout secteur d'activité, on fait que du service. Nous ne demandez pas de vendre, de nous acheter des logiciels. Alors, on connaît un certain nombre d'éditeurs de logiciels, et on en a dans le groupe de travail, mais voilà, aujourd'hui, on a pris le parti de ne faire que du service en cyber. Donc, sur 3 grandes dimensions, gouvernance, acteur, diagnostic. Donc, pour vous donner quelques chiffres un peu parlants, aujourd'hui, on en est à peu près à 7 ans, un peu moins de 7 ans, 6 ans et demi, à un peu plus de 100 tests d'intrusion, pen test, on va dire, évaluation de sécurité, tout dépend comment vous les appelez dans votre environnement. Lorsqu'on est en interne, dans 100% des cas, on est admin du domaine, d'accord ? Entre 5 minutes et 2 jours et demi ou 3 jours, tout dépend combien on reste aujourd'hui sur le site. C'est, je dirais, normal, on va dire. Voilà où on en est aujourd'hui en termes de vulnérabilité depuis l'interne. Ensuite, c'est un peu plus, je dirais, grave, entre guillemets, même si le mot n'est pas bon, c'est être domaine admin, ou admin du domaine, depuis l'extérieur. Ça, c'est un peu plus gênant, et ça nous arrive, c'est pas forcément très rare. En termes de vulnérabilité, ce qu'on a déjà remonté des centaines de vulnérabilités au niveau de nos tests d'intrusion. Vous avez le classement qui s'appelle le CVSS. Je vous laisserai regarder par rapport à ça. Donc voilà, on a un certain nombre de vulnérabilités qui ont été remontées de niveau critique. Sur la partie gouvernance, on fait bien sûr les diagnostics de cybersécurité. On reparlera. Jean-Charles, tu n'en as pas encore parlé, mais voilà, le grand test porte ce service intéressant pour les structures, ce qu'on appelle le diagnostic de cybersécurité. Et puis on fait bien sûr d'autres missions, de l'accompagnement ISO 27001, de la rédaction PSSI, du plan de résilience cyber et de l'analyse de risque, dont je vais reparler. On fait également de la formation. Aujourd'hui, on forme à peu près entre 70 et 50 personnes par an, avec un taux de satisfaction important. Et surtout, ce qu'on cible dans ces formations-là, on cible les développeurs ou les administrateurs sur leur métier propre, ou bien sûr également des utilisateurs, mais sur leur métier propre. C'est-à-dire que si je prends juste l'exemple des développeurs, on voit que les développeurs sont peu sensibilisés à la cybersécurité. Donc on leur montre par l'exemple quelle est la problématique dans leur métier propre. Et puis, bien sûr, on est aujourd'hui sur les 1 an du CISRT. On fait également de la réponse à incidents, comme le disait tout à l'heure Jean-Charles. Alors, on fait du rançongiciel, mais il n'y a pas que le rançongiciel dans la vie. On est intervenu sur de la problématique de vol de données, sur de la donnée à caractère personnel indexée sur un moteur de recherche public. Et puis, on a de la fraude financière et également de ce qu'on peut appeler gentiment de l'administrateur indélicat, on va dire. Mon intervention sur la gestion d'analyse de risque, est-ce que dans la salle, vous avez, dans votre structure, implémenté une analyse de risque structurée, je parle. Très bien, la Poste. Ça, je n'en doutais pas. Merci Christophe Sistancia également, c'est nécessaire. Donc voilà. Donc, alors, quand je dis structuré, on parlait, je crois, avec Jean-Luc tout à l'heure,
lorsqu'il était dans une autre structure dans sa carrière professionnelle, souvent les structures mettent en place de l'analyse de risque, mais non structurée, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre analyse de risque au fur et à mesure qu'ils ont créée dans leur structure. Ça peut arriver. Donc il y a un certain nombre de méthodologies que vous connaissez, donc le Libios qui est porté bien sûr par l'ANSSI, j'en parlerai tout à l'heure, c'est sur celle-ci que nous on travaille, et puis vous en avez un certain autre dont l'ISO 27005 qui en fait fait partie des normes ISO 27000 et qui s'adapte, qui vient de la norme ISO 31000, mais qui se porte spécifiquement sur la sécurité de l'information. Donc, bon, voilà, hein, sur le nombre d'acteurs qui est dans la salle, on voit quand même que, et on le constate nous sur le terrain, que peu d'organisations ont déployé ce type d'analyse de risque hein, de façon structurée. Alors, il y a plusieurs freins à cette problématique. Soit, ben voilà, on met en avant la partie lourdeur de la méthodologie, et ça ralentit cette problématique d'innovation. Voilà, donc c'est un des points qui est mis en avant. On voit également qu'il y a une problématique autour de la capacité financière qui est restreinte pour faire appel à ce type d'expertise. Bon, ça c'est un fait également. Ce que disait également Jean-Charles, c'est que les organisations ne se sentent pas exposées au risque cyber. Donc pourquoi je ferais une analyse de risque alors que je suis peu exposé, je suis trop petit, je suis caché, mais on voit que ce n'est pas du tout le cas en réalité. Et puis également, il y a peu de culture d'analyse de risque en termes de pilotage de stratégie d'entreprise. J'ai fait alors j'ai un peu de bouteille hein, dans l'informatique, je tairai. J'ai fait quelques slides dans ma carrière et sur il n'y a que quelques slides que je retiendrai à la fin de ma carrière, dont celui-ci, c'est-à-dire comment expliquer la problématique de mise en place de la sécurité des systèmes d'information à une entreprise. Si vous avez l'ensemble des éléments, bon, je pense que vous êtes plutôt bien structuré en termes de SSI. Donc normalement, tout devrait partir d'une analyse de risque, d'accord ? Avec une analyse de risque métier, je dirais, parce que souvent, ce que l'on voit avec, et moi je côtoie plutôt des gens dans l'informatique, c'est que c'est plutôt l'informatique qui porte le risque. Alors que, je vais me faire des ennemis dans la salle, ou pas d'amis, c'est-à-dire que pour moi, l'analyse de risque doit être portée par la direction, stratégiquement, je veux dire. Hein. Alors, je reviens également, je mets un petit bémol, hein. Oui, les informaticiens ont une vision clairement des risques, mais des risques spécifiques à leur métier. Ensuite, bon, voilà, c'est pas détaillé ce slide-là qui est intéressant, mais vous pouvez en prendre. Donc, si j'ai défini mes risques, je vais pouvoir définir la façon dont je vais pouvoir traiter ces risques, qui vont être traités différemment par un certain nombre de choses, soit par des processus qui vont me permettre de les réduire, qui vont forcément être appliqués au niveau opérationnel par un certain nombre de personnes. Et ensuite, j'aurai cette problématique de suivi global en termes de SSI, qui va être soit le plan d'action, qui va être priorisé, qui va également permettre de voir si sur le terrain, ce que j'ai défini, je vais réellement le faire, ce que je mets en avant sur les parties de tableau de bord. Il y a toujours également la vue externe, c'est-à-dire comment je contrôle ce que j'ai fait. Donc c'est la problématique autour de l'évaluation. Et ça, normalement, on ne peut pas être jugé parti par rapport entre définir comment je fais et comment j'évalue. On a cette problématique de pouvoir différencier, je dirais, les entités qui réalisent ce type d'action. Et bien sûr, n'oubliez pas, on est aujourd'hui sur les 1 an du CSIRT, je le répète, c'est que vous devez avoir une gestion de crise. Demain, vous êtes cyberattaqué, comment vous allez vous organiser autour de cette problématique-là ? Sur l'analyse de risque, nous, on met en œuvre... Il n'y a personne de l'ANSSI, Jean-Charles ? Bon, je vais leur faire de la publicité alors. Donc, on met en œuvre la méthodologie BIOS, Risk Manager. Donc, c'est porté par l'ANSSI depuis un certain nombre d'années. Et puis, il y a eu une mise à jour qui est très intéressante, donc on appelle IBIOS CRM 2018 pour la version 2018, qui a permis de simplifier la méthodologie, qui a revu la démarche et le vocabulaire. Et puis, il y a eu un certain nombre de créations de labels autour, que ce soit des entités qui font cette approche ou bien sûr des personnes qui sont certifiées autour de la méthode IBIOS.
Donc l'idée, c'est 3 jours. Hein. J'ai pas 3 jours, hein, Jean-Luc. Hein. Donc sur la méthodologie EBIOS, mais intéressez-vous, hein, voilà, par rapport à cette méthodologie, c'est des choses intéressantes à mettre en œuvre. C'est 5 ateliers qui se déroulent au fur et à mesure du temps, et je vais en donner quelques éléments par rapport au levier autour de cette partie-là, avec ce qu'on appelle un cycle stratégique et derrière un cycle opérationnel. Tout est bien documenté, il y a des exemples, vous pouvez aller sur le site de l'ANSSI, c'est très intéressant à regarder. Si je ne vais pas vous présenter toute cette partie-là, mais c'est pour vous donner un petit peu, vous mettre l'eau à la bouche par rapport à cette méthodologie-là, c'est de dire, le point principal que l'on voit en entreprise, c'est que aujourd'hui, les structures ne comprennent pas ce qu'est un risque. D'accord ? On parle souvent, je suis à risque par rapport au rançongiciel. Ou le risque, c'est le rançongiciel. Non, c'est pas ça le risque. Le risque, c'est parce que vous êtes vulnérable sur telle ou telle application que les attaquants vont rentrer dans votre système d'information par rapport en apportant un rançongiciel. Mais le risque, c'est pas le rançongiciel. Donc, c'est véritablement de devoir retravailler sur cette problématique-là. Donc, il y a un certain nombre de vocabulaire autour de la méthode EBIOS qui est assez structurant et qui est nécessaire d'appréhender par rapport à cette méthodologie. Donc on fait des analyses de risque. On a fait récemment, et c'est encore en cours, c'est-à-dire qu'on a une structure informatique, hein, un prestataire informatique qui fait plutôt du management du système d'information, c'est-à-dire en fait qu'il faut de l'infogérance pour un certain nombre de clients. Bon voilà, c'est à peu près 250 personnes sur plusieurs sites au niveau national. Et un de ses clients lui demande d'être certifié ISO 27001, un de ses clients qui travaille dans la pharmacie, dans la partie liée à la production de médicaments. Et donc, on lui demande d'être certifié ISO 27001. C'est ce qui va se passer, et Pascal en parlera tout à l'heure sur la partie NIS 2. C'est en gros, vous n'avez pas le besoin d'être certifié, mais en fait, un de vos donneurs d'ordre va vous obliger à être certifié. C'est ce qui va se passer pour un certain nombre d'entités autour de cette directive que Pascal nous présentera tout à l'heure. Donc, bien sûr, comme beaucoup de structures, ils n'ont pas de méthodologie de risque. Donc, on est parti sur la mise en place de la méthode EBIOS avec eux, RM. Donc, ce que l'on tire comme leçon par rapport à ce retour d'expérience, il faut que tous les domaines concernés soient présents lors de cette analyse de risque. Pas seulement les gens, je ne sais pas, du support, pas seulement les gens qui font de l'administration. Là, je parle spécifiquement par rapport au métier du MSP, du moins de l'infogéreur. Mais il faut que l'ensemble des domaines soient concernés, également la partie avant-vente, etc. Vous avez vu le nombre d'ateliers, on ne peut pas le faire en une seule journée. On dit on va faire une analyse du risque et puis comme ça on est tranquille et puis c'est fini, on passe à autre chose. Non, il faut que ce soit progressif, il faut que vous compreniez la méthode et ensuite ce soit itératif. Ce qui est intéressant dans l'itération, c'est qu'on peut revenir sur des problématiques qui ont été vues et puis on revient et puis ça permet d'avancer de façon plus en avant par rapport à ça. Et puis également, alors là je presse pour ma paroisse, hein, sur ce qu'on appelle les consultants externes, eh bien en fait, l'intérêt d'un consultant externe ne peut être là que, la leçon que j'en tire par rapport à ce sujet, c'est de dire il faut qu'il vienne après un travail interne. Moi, consultant externe, je peux aller jusqu'au bout de la méthode, mais l'idée c'est vraiment que les internes, la partie interne, ait fait une réflexion avant d'avoir une espèce de critique constructive vis-à-vis que ferait la personne externe. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont sollicités sur des outils. Alors là, spécifiquement sur l'analyse de risque, il y en a un certain nombre sur le marché. Alors voilà, je ne suis pas pour ou contre l'outil. Hein. Ce que je dis par rapport à une première utilisation de la méthodologie d'analyse de risque, pour moi, c'est ma vision. Après, ça se défend. Et puis, je comprendrai que les éditeurs de logiciels mettent en avant l'outil et un gain de temps et d'autres aspects autour de ça. Mais voilà, je préfère, moi, me concentrer sur la méthodologie lors d'une première phase. Donc, en conclusion par rapport à l'analyse de risque. L'idée d'évaluer ces risques cyber de la manière la plus objective possible, ça permet de gagner en pertinence, d'accord ?
et en légitimité vis-à-vis des directions. Lorsque vous venez avec un aspect, du moins une méthodologie structurée, c'est toujours mieux par rapport aux directions générales et aux directions métiers qui sont pas toujours très enclins à discuter cyber. Donc voilà. Et également, un point, ça permet de convaincre et de démontrer l'efficacité des investissements cyber. C'est-à-dire que j'ai toujours quelques questions lorsque j'interviens. C'est de dire, quand je vois un DG ou une DG, de dire quels sont citez-moi vos 5 risques cyber. Aujourd'hui, sur quel. Bon, souvent, je n'ai pas de réponse. Mais alors de moins en moins, ça c'était il y a 5-6 ans en arrière. Maintenant, je pose moins cette question-là. Mais c'est de dire, ben voilà, on a structuré un budget cyber, je ne sais pas, c'est 100 000, 150 000, X milliers d'euros qui sont dédiés à cette problématique cyber. Qu'est-ce que ça vient en termes d'efficacité par rapport à ce que l'on a mis sur la table en termes Et donc l'analyse de risque permet, je pense, de pouvoir, je dirais, montrer que les investissements servent à quelque chose. Sensibiliser, embarquer les métiers, je pense que ça, c'est vraiment important. Et lorsqu'on met tout le monde autour de la table, ça permet de sensibiliser plus facilement à une démarche de cybersécurité spécifiquement par rapport au métier, où c'est pas toujours facile. Ça permet également d'être proactif. Alors aujourd'hui, un certain nombre, alors on va parler bancaire, hein, il y en a dans la salle, on peut dire qu'il y a énormément de demandes d'évaluation ou de remplir un tableau de façon des enquêtes, si vous souscrivez une cyberassurance, etc., etc. Donc vous avez énormément d'enquêtes d'évaluation interne ou externe à remplir. Et si vous avez été proactif avec l'analyse de risque, ça permet voilà, de montrer à ces différentes personnes, alors comme les cyberassureurs, que vous avez travaillé sur le sujet et de démontrer votre niveau de maturité sur cette problématique. Et bien sûr, vous avez soit des clients, soit des usagers, soit des adhérents, tout dépend de votre contexte, hein, soit des agents, en prenant en compte l'analyse du risque, vous prenez en compte la vraie problématique autour de la cybersécurité. Un dernier point sur cette problématique d'analyse de risque, hein, rapidement, hein, j'avais que quelques minutes pour vous parler de cette problématique-là, c'est que c'est déjà un effort, la première analyse du risque. Mais ce que vous devez vous rendre compte, c'est que c'est plutôt facile, ce premier effort. Hein. Parce que ce qui va se passer derrière, c'est qu'il va falloir que vous fassiez vivre l'analyse du risque. Et cet aspect, faire vivre l'analyse du risque, c'est encore, je dirais, assez lourd en termes de temps, mais également en termes de processus au niveau des équipes. Donc là, en avant-première, on change de logo, on change de charte graphique. Donc on va... Ah ben, tu ne l'as pas mis... Bon, c'est pas grave. Vous le verrez au FIC prochainement. Donc, et puis il y aura une campagne nationale hein, avec le changement de charte graphique. Merci à tous. Si vous avez des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Alors justement, hein, on a voulu réserver, et j'ai demandé à chacun des intervenants de réserver un temps aux questions. Donc là, c'est pour vous. Donc posez les questions que vous avez à poser. N'hésitez pas. Il n'y en a pas? Alors, bonjour, merci pour la présentation. Votre diagnostic se dirige vers les entreprises qui sont déjà d'une certaine taille. On est plus dans l'ETI, voire du grand groupe. À quel niveau vous voyez aujourd'hui l'interaction entre la CMDB et les différents outils quand vous faites une analyse ? Pardon, la CMDB, alors attendez, database, content management database. Voilà. C'est l'inventaire des assets.
1, est-ce que ça s'adresse qu'aux grosses entités? Alors, si je me remets 5-6 ans en arrière, oui. Mais ce que je vois sur le terrain, ça commence à diffuser à d'autres structures beaucoup plus petites. Nous, nos clients aujourd'hui, ce n'est pas les gens du CAC 40, hein, clairement, même si vous pouvez regarder mon CV, j'ai travaillé dans une grosse structure de ce type-là et j'ai fait de l'analyse de risque spécifiquement dans cette structure-là. Aujourd'hui, on travaille pour des structures qui vont de 20 personnes à 3000, 3500 personnes. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui en termes de structure. Et donc, sur cette analyse de risque, l'exemple, c'est 250 personnes. Donc oui, ça fait du monde, mais c'est 4 entités. Et dans les 4 entités, il peut y avoir 50 personnes à Lyon, il y a une centaine de personnes dans la région parisienne, une centaine, un petit peu moins à Paris, etc. Et puis une cinquantaine à Reims. Donc voilà, c'est des entités quand même assez à taille humaine, je veux dire. Voilà. Donc pour moi, ça ne s'adresse pas qu'aux grands groupes aujourd'hui. Tout dépend sur quel point on veut mettre en avant par rapport à la problématique cyber. Hein, c'est un peu, lorsqu'on arrive pour la première fois dans une structure, on dit qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur la gouvernance, sur le slide que je montrais tout à l'heure, est-ce qu'on travaille sur la PSSI? Est-ce qu'on travaille sur le tableau de bord opérationnel? Est-ce qu'on travaille sur une problématique de résilience cyber? Ou on travaille sur un audit technique? Tout dépend. Moi, là-dessus, je ne défends rien. C'est juste de dire qu'est-ce que vous pensez où vous en êtes en termes de maturité qui vous apporterait le plus. Un exemple, on est intervenu sur une cyberattaque en fin décembre dernier. Et donc, avec ces personnes-là, on avait travaillé, ça fait 18 mois qu'on travaille avec eux, donc ils sont cyberattaqués. Et ce qui, même si vous vous occupez de la cybersécurité, potentiellement, vous pouvez être cyberattaqué, ça arrive. Et donc, on avait décidé, est-ce qu'on travaille sur la partie audit technique ou sur audit technique où on fait de la résilience cyber? Moi, j'étais plutôt parti sur l'audit technique, parce que vu où ils étaient en termes de niveau de maturité, le DG, on fait une évaluation, hein, et on dit, voilà, sur ce point-là, vous êtes à risque là, bon, voilà, très bien. Et donc, le DG dit, non, on va travailler sur la partie résilience cyber. Très bien, moi, je ne le défends pas, c'est lui qui voit sa structure, donc je ne défends pas. Ils se font cyberattaquer 18 mois plus tard. Donc, il m'appelle le 26 décembre au matin. Bon, voilà. Est-ce que je décroche ou je décroche pas? J'étais en congé. Hein. Donc, bon, je suis obligé de décrocher malheureusement. Et donc, ils me disent, on est cyberattaqué, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, les gars, ça fait quand même 18 mois qu'on travaille ensemble. C'est dommage. Bon, c'est pas les termes que j'ai dit. C'est dommage. Bon, voilà. Et donc, bon, ils avaient pris un petit coup de bâton derrière la tête. Donc, bon, après, donc, ils ont repris ce qu'on avait fait ensemble et ça les a aidés énormément. Et ils ont appelé également le CICERT également. Et donc, tout ça pour dire, c'est pas que des grosses structures. Après, sur la CMDB. En gros, CMDB, on dit que c'est vos actifs au niveau du SI. Alors les actifs, ça peut être des applications, ça peut être des postes utilisateurs, ça peut être des serveurs, ce que vous définissez comme actif au sens. Est-ce que... Alors, votre question, c'était... Ouais. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Après, moi, la CMDB, j'ai fait de l'urbanisation du système d'information, d'accord? Donc, je comprends cette problématique-là. Donc, oui, il faut absolument connaître son environnement. Donc, vous avez besoin de votre inventaire, d'accord? Moi, je ne le mettrai pas sur la problématique d'analyse de risque spécifiquement, même si c'est important de l'avoir par rapport à la problématique autour de l'analyse de risque. Mais est-ce que je l'intégrerai spécifiquement? C'est juste, je dirais, un point complémentaire nécessaire. Voilà. Il faut que vous connaissiez ce que votre SI, c'est l'important de la CMDB. Après, sur l'analyse de risque, est-ce que je peux dire que, je réfléchis, hein, mais est-ce que sur ce serveur-là, il est à risque? Je ne sais pas, ça peut être... Pour moi, c'est pas forcément... Voilà, on revient un peu à la problématique du rançongiciel qui est un risque.
le rançongiciel, c'est pas un risque. Le risque, c'est quoi? C'est parce que vous n'avez pas de politique de mise à jour de vos actifs ou par rapport à ça, quoi. C'est ça. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais bon, on pourra en reparler Oui. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Oui. Rapidement, on voit qu'il y a plusieurs méthodos d'analyse de risque qui ont été proposés, oui. l'ANSI, ISO, etc. Est-ce que ce n'est pas un facteur de confusion, notamment quand on a des tiers, je pensais notamment aux assureurs. J'utilise une méthode, si mon assureur, finalement, lui, il est, dans le meilleur des cas, un peu formé à une autre, est-ce que finalement, cette répartition, est-ce que c'est pas un peu un frein, finalement? En gros, tu me dis si j'ai des outils ou des logiciels, ça veut dire que c'est mon outil qui est le mieux, ou si je suis formé à une méthodologie, c'est ma méthodologie qui est la mieux. Bah, disons qu'il y en a plusieurs qui existent. C'est une bonne question, je te remercie de me l'avoir posée. Après, tout dépend quel est ton objectif et quel est ton contexte propre. Par exemple, si tu es dans le financier, peut-être telle ou telle méthodologie sera plus spécifique. Alors, il y en a d'autres, hein, tu vois, j'en ai cité que quelques-unes. Je sais qu'Allemand en travaille une. Après, c'est spécifiquement par rapport à ce que tu veux démontrer, quoi. C'est toujours la même chose. Alors, voilà, je trouve que IBIOS, par rapport à nos organisations dans lesquelles on travaille, je trouve que c'est bien. Après, on pourrait prendre Méhari, qui est porté par le CLUSIF, est très bien. Je faisais dans les années 90, c'est un peu chiant ça. Je faisais dans les années 90 la méthode Marion, hein, pas Jean-Yves, hein, mais une autre. Donc voilà, c'est des. Après, quel est exactement ce que vous voulez cibler par rapport à telle ou telle méthodologie? En complément, moi je pense pas franchement que le sujet soit la méthode utilisée. La méthode, c'est un outil. C'est le résultat de la méthode qui est le résultat de l'analyse du risque qui compte, et les conséquences et les mesures que nous prendrons derrière. C'est ça qui est important. Voilà. Parce que finalement, ici, je pense que si on prend l'ensemble des experts, il y en a qui diront EBIOS, ok, j'ai vu, mais je ne mets pas en application. Les autres, mais ils viendront à une méthodologie similaire. En fait, c'est le principe. Hein. L'important, c'est de se poser ces questions. Voilà. Et un petit point complémentaire, ça peut être intéressant. Je sais que c'est compliqué, mais c'est d'arriver à travailler à plusieurs. Alors, inter-entreprise, ça serait intéressant, mais après, il faut le monter. Là, si je parle sur la partie gestion de risque, ça peut être intéressant également de travailler. Alors, ça, c'est gestion de risque, mais si je l'applique à l'aspect gestion de crise, ça peut être intéressant de l'appliquer également. C'est comment j'arrive à travailler inter-entité. Bon, et c'est pas facile. Merci beaucoup, David. Je pense qu'on peut l'applaudir.